prévenu pour nous de rejoindre maintenant la zone frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, l'un des lieux les plus dramatiquement oubliés du monde, pour y suivre le journal télévisé spécial réalisé par Patrick Poivre d'Arvor, Jacques Abouchard et Patrick Dutertre, et qui fait suite à celui que nous avons récemment diffusé de l'Ouganda. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à la frontière cambodgienne. C'est le deuxième volet de cette grande enquête que nous vous présentons sur les parias du monde. La semaine dernière, les populations affamées d'Ouganda. La semaine prochaine, les populations réfugiées d'Afghanistan. Aujourd'hui, encore des réfugiés, des milliers, des centaines de milliers de réfugiés depuis tout temps, depuis 10 ans au Cambodge. Et je crois que les images qui sont autour de nous sont assez impressionnantes. Avec nous, François Ponchot, qui connaît bien le Cambodge, qui a écrit un livre, Cambodge année zéro. Est-ce que ce peuple vous semble clochardisé? Tout à fait clochardisé depuis 10 ans. Il y a d'abord eu 5 ans de guerre, et puis ensuite 5 ans de régime Khmer Rouge, où les gens se sont déplacés de ville en ville pour construire des digues et des canaux. Et maintenant, alors, ils se déplacent. Tous ces gens que vous voyez, là, sont venus il y a 8 mois, et depuis, ils sont balancés d'un côté, de l'autre. La semaine dernière, on les a fait partir à 10 km. Aujourd'hui, on les ramène. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire, François Ponchot, qu'un petit garçon comme celui-ci, 10 ans, n'aura jamais connu la paix. Exactement. Il aura été ballotté tout le temps de sa vie. Il n'a jamais étudié. Il n'a jamais connu un seul instant de paix durant sa vie. Et tous ces petits-enfants que l'on voit là, ils sont, à votre avis, condamnés à être réfugiés à perpétuité? Lui, il est condamné à mourir. Vous voyez, il est né il y a quelques mois. Il est né il y a 1 mois et demi dans le camp. Il est squelettique. Il va mourir d'ici quelques jours. Et ces images que l'on est en train de voir correspondent à quoi? À un mouvement de camp à camp? Non, c'est un camp qui se déplace, c'est le camp de Ban Samet, qui comprend environ 100 000 personnes, des gens qui sont venus il y a environ 6 mois, poussés par la faim venant du Cambodge. Et puis alors, ils se sont installés près de la frontière thaïlandaise, environ à 5 km à l'intérieur de la frontière, et ils sont ballottés au gré de la politique thaïlandaise, au gré de l'armée. Par exemple, il y a 1 mois, les blindés sont venus, les blindés thaïlandais sont venus, ils les ont repoussés près de la frontière. Il y a 15 jours, on leur a demandé, sous la pluie, dans la boue, de les repousser encore une autre fois plus près de la frontière, près des Khmers rouges. Et lors de l'attaque de ces jours derniers, eh bien vous les voyez, ils refluent à nouveau vers la Thaïlande. Et là on a entendu pendant que vous parliez encore un canon à la frontière. Ils sont en permanence ballottés car ils ont peur à la fois des Vietnamiens, des Khmers rouges qui ont quand même fait ce qu'on a su là-bas, et puis aussi des Thaïlandais qui ne sont pas spécialement sympathiques à leur égard. Oui, ils ont peur de tout le monde, peur notamment, surtout des Khmers rouges qui sont détestés, qui sont haïs. Ils ont peur des Vietnamiens, ils ne veulent pas repartir tant que les Vietnamiens sont là. Et puis en Thaïlande, ils savent que les Thaïlandais leur font pas mal de misère. Oui, les coups de feu que nous venons d'entendre ont été tirés par l'armée thaïlandaise pour essayer de rétablir un petit peu le calme dans ce camp de réfugiés improvisé. Nous sommes ici à Mac Moon, petit village donc en territoire thaïlandais, là où l'armée vietnamienne a pénétré la semaine dernière et où il y a eu d'assez violents combats, plusieurs morts à ce carrefour. Alors nous allons essayer de mieux comprendre quel est l'état des forces en présence à l'aide de cette carte. À droite, sur votre écran, les Vietnamiens qui occupent toujours le Cambodge. À gauche, la Thaïlande. En 3 points la semaine dernière, le Vietnam a fait une incursion au territoire thaïlandais. Riposte de l'armée thaï que vous voyez sur ces images, des dizaines de morts. Entre les deux, pincé entre le marteau et l'enclume, le peuple khmer, par centaines de milliers, il a fui l'occupation vietnamienne et le voici campant à la frontière thaïlandaise, repoussé par les uns et les autres. Deuxième concentration de Cambodgiens exilés, ces 2 camps que vous voyez en territoire thaïlandais, 2 camps dont personne ne peut sortir, Sakeo, 25 000 réfugiés, Kawidang, 130 000 réfugiés. Et puis ceux qui résistent et luttent contre l'occupation vietnamienne, d'un côté les Khmers rouges, de l'autre les Khmers anticommunistes qui les haïssent. Parmi eux, un personnage étonnant, fidèle soutien du prince Sihanouk, le commandant Kong Siloa. Jacques Abouchard et Patrice Dutertre ont vécu avec lui. Frileusement groupés autour d'un feu au petit matin, ces maquisards khmers écoutent les programmes en langue cambodgienne de la Voix de l'Amérique.
Ce sont des nationalistes partisans de Norodom Sihanouk. Leur chef, Kong Siloa, 45 ans, est un ancien officier de marine formé en France. Kong Siloa défie les Vietnamiens sur le terrain. Il est même le seul des chefs militaires khmers à avoir porté la guérilla au cœur du Cambodge pendant 5 mois. Depuis, Kong Siloa s'est rapproché de la frontière thaïlandaise. De son PC, il commande 1500 hommes armés et leurs familles à 5 km à peine des avant-postes vietnamiens. Vous voyez, nous avons ouvert le CI depuis 10 jours. Nous allons former des soldats, des soldats hommes et des soldats enfants. Vous voyez, les petits, ce sont des orphelins. Et ils seront certainement des agents de liaison, des agents de renseignement et pourraient être aussi des espions. Kong Siloa vient de marquer un point sans précédent. Le 10 juin, un chef de bataillon Khmer Rouge s'est rallié à lui avec armes et bagages. 385 combattants aguerris qui viennent renforcer les forces sihanoukistes. En signe de soumission, les ex-Khmer Rouges troquent leurs uniformes contre des tenues léopards. Et vous n'avez pas peur que ce soit, comme on dit, le loup dans la bergerie, c'est Khmer Rouge dans vos unités? Premièrement, les rouges sont actuellement ne sont pas en mesure d'être méchants. Premièrement. Deuxièmement, ce ne sont pas les rouges, tout rouges ici. J'ai beaucoup travaillé pour avoir ce résultat, pour obtenir ce résultat final, ce ralliement. C'est un travail de longue haleine, ça ne vient pas comme ça. Inlassablement dans sa zone d'activité, Kong Siloa recherche le contact avec la population, avec les paysans qui viennent jusqu'à la frontière thaïlandaise chercher le riz introuvable à l'intérieur du Cambodge dans les zones occupées par les Vietnamiens. Vous voyez, le vieux, là, c'est pas un paysan de Battambang, il est venu de Tuc Miet, de la province de Kampot, frontalière du Sud-Vietnam. Ça fait combien? Ça fait 500 km de route pour venir chercher la famille disparue depuis l'invasion vietnamienne. Il a trouvé sa famille? Non, il n'a pas pu trouver. Il s'est retourné encore à Tuc Miet. À l'intérieur du Cambodge, la circulation est intense dans l'épaisse forêt tropicale. 8 à 10 jours de voyage en moyenne pour ces charrettes attelées sur les pistes défoncées par les tornades de la mousson. Chez Kong Siloa, on charge les sacs de riz et les semences de concombres, de haricots, distribués gratuitement par la Croix-Rouge internationale.
C'est terrible, à la ceinture des Vietnamiens, il faut payer 50 bahts par charrette. Et encore quelques paquets de cigarettes. S'il a des cigarettes, il faut les redonner, et aussi des bonbons par exemple. Alors là, il prend la piste. Il prend la rentre piste, vers le Cambodge. il rentre vers le Cambodge. Et nous sommes sûrs qu'il ne peut pas se retourner. Hein. Ça, c'est la route au sens unique. Donc, il a un poste de contrôle vietnamien à quelle distance d'ici? À 7 km d'ici. À 7 km d'ici, c'est la première ceinture. Très dangereuse. Hein. Pour ceux-là, le voyage est encore plus pénible. Aux deux bouts du balancier, il y a jusqu'à 100 kg de riz. Il faudra porter sur 100 ou 200 km dans le bourbier. Après le péage vietnamien, il faudra encore affronter les bandes de pillards, les bandits de tout poil qui grouillent dans la forêt. Avec les moyens du bord, le chef Sihanoukis essaye de rétablir un peu de la vie traditionnelle. Ce mariage d'un ancien Khmer rouge devant les bonzes prend ainsi valeur de témoignage, celle d'une renaissance timide du vieux Cambodge. Quant à ce spectacle de danse organisé par Kong Siloa, il constituait une première pour les maquisards les plus jeunes. Dans leur pays saccagé, ils n'ont fait que guerroyer. 3 jours après cet aimable divertissement, 2000 soldats vietnamiens se ruaient à l'assaut, obligeant Kong Siloa et ses guerrilleros à se replier dans la forêt. Après les réfugiés, si je puis dire, en liberté à la frontière, nous rentrons à l'intérieur de la Thaïlande, à environ 40 km de la frontière, et nous sommes dans un des camps de réfugiés où là, nous, on ne peut pas sortir du tout. Sa Keo, ce camp qu'avait visité Madame Carter. Et dans ce camp, la plupart des réfugiés sont d'origine Khmer rouge, on les reconnaît à leurs vareuses et leurs pantalons noirs. Et vous allez découvrir, à travers ce reportage de Jacques Abouchard et de Patrice Duterte, comment un certain nombre de ces Khmer rouges ont décidé de revenir au Cambodge pour aller combattre contre les Vietnamiens. Jour J pour les rapatriements vers le Cambodge au camp de Sa Keo. Les candidats au départ s'entassent à l'entrée du camp et les soldats thaïlandais interviennent avec une certaine rudesse pour éviter la bousculade. Officiellement, tous les partants sont volontaires. Ils ont confirmé aux représentants des Nations Unies leur désir de regagner les zones du Cambodge contrôlées par les Khmers rouges. En réalité, on a parlé d'un climat de terreur
imposée par les partisans de Pol Pot, qui sont environ 8000 sur les 25 000 réfugiés de Sakeo. Ils auraient même constitué une milice chargée de mettre au pas les récalcitrants, au besoin, par la manière forte. Le résultat est donc sans surprise. Dès le début des opérations de rapatriement, les autobus chargés du transport jusqu'à la frontière se remplissent rapidement. L'objectif des chefs Khmer Rouge est clair. Chaque Cambodgien rentrant au pays devra renforcer la résistance anti-vietnamienne après l'effondrement de l'automne dernier. Pourquoi vous voulez lui demander pourquoi elle retourne au Cambodge là? Qu'est-ce qu'il dit? Elle va combattre les Vietnamiens. Volontaire. Ces retours massifs là, vers la zone Khmer Rouge, ça veut dire une reprise intensive de la guerre contre les Vietnamiens, hein? En ce qui concerne les célibataires, oui. Il y a dedans beaucoup de gens, de jeunes, célibataires, garçons et filles, qui eux combattront les Vietnamiens. Les autres, je pense, feront la rivière. Surtout les mères de famille, hein. Elles resteront, elles feront la rivière. Les conditions de vie dans la zone Khmer Rouge au Cambodge sont toujours aussi dures, difficiles? Je crois qu'elles sont très très austères, oui. À l'entrée de la zone Khmer Rouge, il n'y a pas la moindre effusion entre les nouveaux arrivants et les hommes et les femmes venus à leur rencontre. En silence, on se hâte sur la piste pour rejoindre les points de rassemblement fixés à 1, 2 ou 3 jours de marche. Seule l'attaque vietnamienne du 23 juin a interrompu le reflux Khmer Rouge vers le Cambodge. À ce moment-là, près de 10 000 réfugiés de Sakeo étaient déjà revenus au pays. Eh bien, changement de camp, nous ne sommes plus à Sakeo, mais dans un camp beaucoup plus grand, toujours en territoire thaïlandais, Kaoi Dang. Environ 130 000 réfugiés se trouvent dans ce camp. Et tout ce panneau de photos que vous voyez sert à retrouver les enfants perdus. Monsieur, vous êtes responsable de ce centre de recherche. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent retrouver leurs enfants grâce au panneau? Oui, bien sûr, monsieur. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver son enfant qui était perdu depuis longtemps. Combien de personnes par jour Nous avons peut-être 3 ou 4 personnes par jour. 3 ou 4 personnes. Et des enfants qui sont parfois perdus depuis très longtemps? Oui, oui. Il y en a beaucoup, des gens qui ont perdu depuis 1979. Depuis un an ou deux, c'est ça. 1 an ou 2 ans. Et alors, ces enfants se trouvent forcément dans ce camp, pas obligatoirement? Ils sont dans d'autres camps, je vois des noms. Et ça, ce sont des enfants qui sont venus de tous les camps en Thaïlande. C'est ça. Kowloon, Mai Rut, Kaoi Dang, les 3 camps principaux. Eh bien, je vous propose précisément de voir comment l'on vit à l'intérieur de ce camp de Kaoi Dang. Vivre à Kaoi Dang, c'est être condamné comme cette jeune porteuse d'eau à croupir dans une cahute rendue insalubre par les tornades de la mousson. Kaoi Dang, sans doute le plus vaste camp de réfugiés dans le monde. Il avait été créé en novembre 1979 sous la poussée des vagues de Cambodgiens fuyant la famine et la guerre dans leur pays. Depuis l'automne dernier, tant bien que mal, la vie s'est organisée dans le camp dont tous les habitants, y compris les bonzes, sont considérés par la Thaïlande non comme des réfugiés politiques, mais comme des immigrants entrés illégalement dans le pays.
Ainsi, derrière une sérénité de façade, vit-on à Khao Dang, dans la hantise de l'expulsion, du refoulement brutal, à défaut de trouver un de ces pays d'accueil qui ressemble à la terre promise, mais reste inaccessible à l'immense majorité des réfugiés. Alors évidemment, à la vue de reportages tels que celui-ci, vous vous demandez s'il n'est pas possible d'adopter un petit Cambodgien. Vous l'avez fait beaucoup l'année dernière. Il faut dire, Janine Harari, que c'est très difficile. C'est excessivement difficile d'adopter à l'heure actuelle les petits Cambodgiens. C'est pas tellement les Français, enfin, les Français accordent des visas assez facilement, mais le Haut Commissariat pour les réfugiés est très réticent, parce qu'on a retrouvé beaucoup de parents pour des enfants qui étaient soi-disant orphelins et qui en fait ne l'étaient pas. Alors justement, on n'est pas sûr effectivement que ces enfants soient orphelins. Non. Alors vous êtes privilégié, si je puis dire, car vous êtes venu un jour ici dans ce camp. Je suis venue travailler comme bénévole au mois de mars pendant un mois. Et puis cette petite fille vous a plu? Cette petite fille m'a plu et je savais que sa mère était morte et son père était mort. Donc vous cherchez à l'adopter. Ce n'est pas fait encore pour l'instant? Ce n'est pas encore fait, non. Voilà, je vous souhaite bonne chance, mais je crois qu'il faut bien répéter aux téléspectateurs que c'est très difficile d'adopter des petits Cambodgiens. Et puis il y a des problèmes évidemment d'enracinement en France. Je propose maintenant de voir un autre aspect de ce camp ici dans lequel nous sommes, un aspect disons peut-être moins important mais qui existe car c'est cette tentative permanente de récupération de toutes les sortes d'églises, de sectes, d'organisations humanitaires, de récupération de ces quelques 130 000 personnes qui nous entourent. Vous allez voir l'exemple qui n'est peut-être pas le bon à suivre, de l'église du 7e jour, l'église adventiste. Jésus est omniprésent à l'hôpital adventiste de Khao Dang, comme si les médecins, doutant de leur art, sollicitaient quelque intervention miraculeuse. À l'heure de la consultation, dans une salle bondée de malades dont l'état requiert pour la plupart calme et repos, une animatrice se livre à de bruyantes activités de patronage. Bien. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy. Les adventistes font partie de ces nombreuses organisations religieuses présentes à Khao Dang. Certaines y déploient un zèle missionnaire très remarqué auprès des réfugiés. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de conversions, c'est vrai ça? De gens qui sont devenus adventistes. Oui, je crois. Il y en a beaucoup ici, à Khao Dang, il y en a beaucoup. Beaucoup de Cambodgiens? Oui, beaucoup de Cambodgiens. Comment vous expliquez ça? Pardon? Comment vous expliquez ça? Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils deviennent tous adventistes comme ça? À cause de la propagande. De la propagande. Elle est forte, la propagande? Oui, je crois qu'elle est forte. Une propagande qui se déploie auprès des plus jeunes sans épargner les adultes. Apparemment efficace, elle aurait abouti à une vague de 15 000 à 20 000 conversions aux différentes sectes, surtout les baptistes et les adventistes, dans le seul camp de Khao Dang. Est-il plus facile pour les réfugiés d'émigrer aux États-Unis quand ils deviennent adventistes? Non, peut-être certains se convertissent dans ce but, mais cela, croyez-moi, ne les aide pas. Cette concurrence acharnée entre organisations religieuses ici a quelque chose de choquant. Vous savez, elle ne date pas d'hier, elle remonte à plusieurs siècles. Voilà, ce journal spécial consacré aux réfugiés cambodgiens s'achève. Il doit s'achever sur une conclusion politique, Jacques Abouchard. Quel avenir pour ce peuple qui ne veut de personne et dont personne ne veut? Oui, en tout cas, les Cambodgiens qui sont ici ne veulent pas rentrer au Cambodge. Ils ne veulent pas aller chez les Khmers rouges,
qui les ont massacrés, torturés pendant 4 ans. Ils ne veulent pas aller retourner sous la botte vietnamienne. Ils n'aiment pas les Vietnamiens, c'est une force d'occupation. Ils ne peuvent pas rester en Thaïlande. La Thaïlande n'a ni l'envie, ni d'ailleurs les moyens de les recevoir. On leur a offert de rentrer au Cambodge. 1% des 150 000 réfugiés de ce camp ont accepté de partir. Alors, d'autre part, quelles sont les possibilités d'accueil des pays occidentaux? Eh bien, elles arrivent un petit peu à saturation. Les grandes puissances ont fait un effort que certains jugeront peut-être insuffisant, mais il n'empêche que maintenant, les Cambodgiens partiront au compte-gouttes. Alors, ces Cambodgiens nous font penser un peu aux Palestiniens qui attendent une solution depuis 30 ans, et peut-être eux aussi devront-ils attendre pendant très longtemps, dans leur camp, la possibilité de rentrer chez eux. Bien, ce journal est donc terminé. Il va s'achever comme il a commencé, c'est-à-dire sur des images de va-et-vient de réfugiés permanents. Nous nous retrouverons pour un 3e journal spécial consacré cette fois-ci aux réfugiés afghans. Sama.